Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Charles Baudelaire. 31 mars 2005. Ville de Québec. L'obscurité. Les paupières closes, il essaya de recréer une image mentale du visage, mais la vision s'estompait. Pendant une fraction de seconde, il crut voir apparaître la naissance des sourcils, puis tout se brouilla. Quoi qu'il tente, il demeurait incapable de visualiser les yeux. Lorsque les yeux aspirent la mort, ils ne reflètent que le vide. Je ne peux me représenter un tel vacuum. Il secoua la tête. Sa vie n'était plus qu'un rêve, enfoui dans un autre rêve. L'attente. Les impacts réguliers sur les carreaux. La pluie cessa peu avant 20 heures. Accroupi dans l'obscurité, derrière le comptoir de la cuisine, il inspecta de nouveau l'arsenal étalé devant lui. Un sac de hockey sur roulette, une valise métallique, une pile de serviettes et une bouteille de nettoyant tout usage. Il demeurait invisible depuis l'entrée. Il n'aurait qu'à bondir vers l'avant pour atteindre l'homme. 2 heures auparavant, il avait garé la voiture dans la rue et neutralisé le système d'alarme. Avant de quitter le véhicule, il avait rangé son ordinateur portable dans un sac à dos et glissé celui-ci sous la banquette arrière. Il avait procédé avec méthode. Tout était en ordre. Il caressa la manche du couteau fixé à sa cheville. Bientôt, il allait extraire la mort de la mort. L'homme qu'il s'apprêtait à tuer menait une vie rangée, dont il connaissait par cœur les moindres détails. Le jeudi, il terminait son travail à 20h30. Il s'arrêtait ensuite acheter un surgelé au supermarché avant de regagner son domicile. Dès son arrivée, il réchauffait son repas au micro-ondes et avalait le tout devant son téléviseur, calé dans un fauteuil confortable. Il était entré dans la maison à quelques reprises en l'absence de l'homme. Il avait parcouru la pile de DVD que ce dernier rangeait dans une bibliothèque et noté avec dédain qu'il ne s'intéressait qu'aux séries américaines. Les gens ne font que s'étourdir avec des divertissements grossiers et génériques. Il avait aussi constaté que la maison, vaste et luxueuse, contrastait avec les habitudes de vie frugale de son propriétaire. Au salon, il avait observé un échiquier de marbre et les détails d'ornementation des pièces finement ciselés. Une telle maison était destinée à accueillir une famille et des enfants, pas une personne seule. Les gens perdaient le sens des vraies valeurs. Le culte de l'individualisme, du chacun pour soi, leur révoltait. Plus personne n'assume les conséquences de ses actes. Pour se disculper, on se contente de pointer le doigt vers ceux qui font pire que soi. L'homme paierait pour ses fautes. Il s'en assurerait. Il entendit le moteur de la voiture dans l'entrée, puis une clé glissa dans la serrure. La porte s'ouvrit doucement, tandis qu'une main tâtonnait dans le vide, cherchant l'interrupteur. Un dernier doute l'assaillit, qu'il écarta aussitôt. Son plan ne comportait aucune faille prévisible, hormis la présence aléatoire d'une tierce personne. L'homme vivait seul et il ne lui connaissait aucune fréquentation hors du travail. Le fait que la maison était isolée lui procurait en outre une assurance supplémentaire en cas de pépin. Ce serait malheureux de devoir éliminer une victime innocente. Mais parfois les dommages collatéraux étaient inévitables. Il retint son souffle et banda ses muscles, s'apprêtant à jaillir de l'ombre. Il attendait ce moment depuis longtemps. Dès qu'il avait vu la photographie de la fille, dès qu'elle était réapparue, il avait tout mis en œuvre pour ne pas attirer l'attention. Il s'était contraint à n'acheter que quelques articles par établissement et avait privilégié l'anonymat des grandes surfaces. Cette astreinte l'avait poussé à se rendre dans une dizaine de magasins, tous situés à l'extérieur d'un rayon de 200 km de son domicile. Il n'avait à aucun moment sollicité l'aide d'un commis. Ses emplettes terminées, il avait retiré les étiquettes et effacé toute marque susceptible de permettre l'identification des articles. Ces précautions lui avaient semblé naturelles. Le 20 mars, le jour de son anniversaire, il avait chargé son vieux camion et pris la direction du camp de chasse de Mont-Laurier, au nord de Montréal. Le camp étant inaccessible par la route, il avait transporté le matériel à l'aide de la motoneige et du traîneau remisé dans un mini-entrepôt du village. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.